Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation du jeu Rogue Dungeon. Donc Rogue Dungeon est un dungeon crawler que vous pouvez récupérer sur The Game Crafter, donc à un prix plutôt important compte tenu des frais de port et des frais de douane éventuels, comme j'ai eu la surprise d'en avoir. Mais par contre, vous allez avoir, un peu comme Iron Helm, qui vient aussi du Game Crafter, un petit jeu de dungeon crawler très sympa, très rapide à mettre en place et très prenant, sans figurines, sans plein de règles, sans plein de matos, qui tient, comme vous pouvez voir, sur peu de place, et avec une patte graphique que j'aime beaucoup. D'ailleurs, au dos de ce plateau de jeu, on a une petite illustration qui est super sympa, et de l'autre côté, on a un beholder, qui vous donne un peu l'ambiance. J'adore le beholder, là, en train d'attaquer comme un taré les aventuriers. Alors, comment ça se présente, ce jeu? On va avoir différentes cartes, mais évidemment, on va commencer par la thématique, c'est qu'on va être un aventurier qui rentre dans un lieu, dans un donjon, sur 5 niveaux. À la fin de ces 5 niveaux, il va combattre un boss. Voilà. Il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'aventure, il n'y a pas d'histoire, plus que ça. Vous allez retirer le mal du lieu présent, et c'est vraiment le pitch minimal pour ce dungeon crawler. Comment il va se dérouler? On va choisir, parmi les aventuriers disponibles, un aventurier. Donc chaque carte d'aventurier vient avec les deux sexes, côté homme, côté femme. Voilà pour le nain. On a la voleuse, le voleur, la sorcière et le sorcier. Voilà, donc pour les différentes classes. Donc on va retrouver, alors ces classes et races mélangées, hein. Le ranger elfe, le croisé, le paladin en fait, le moine, l'aristocrate, la sorcière, ou le sorcier, le voleur et le nain. Le nain des cavernes, hein, avec sa pioche. Voilà les personnages qu'on va pouvoir prendre. Sur chaque fiche de personnage, vous avez donc sa classe et sa race éventuellement. Ici, ses équipements de départ et ses compétences. En bas, vous avez ses attributs de départ. Donc les attributs sont au nombre de 4. On a en rouge la force, en vert l'agilité, en bleu l'intelligence, en jaune la vitalité. Ici, on nous indique les points de vie qui sont généralement égales, dont le total est égal à la vitalité au départ, et qui va suivre la vitalité tout au long du jeu. Ici, ce sont les points de chance qu'on a au départ, et ici, le nombre de dégâts que l'on fait quand on attaque. Alors, ce nombre de dégâts, il est mis ici comme par défaut, mais il est lié à l'équipement qu'on va posséder. On va y revenir juste après. Donc, dans le jeu, je vais résumer après, hein, mais on va retrouver aussi des pièces, des rencontres, des salles, on va dire des salles avec différentes couleurs, des monstres de différents niveaux, donc ils vont de 1 à 5, et ici les cartes boss. Et l'exploration dans le donjon, comment va-t-elle se faire? C'est importante. Ici, on a le niveau dans lequel on se trouve, une petite échelle de 1 à 5, avec un petit escalier qui se déplace dessus. Donc on commencera au niveau 1. Et on va faire l'exploration sur ces cartes-là. Donc vous voyez qu'un plan de donjon, un niveau de donjon, c'est une carte comme ça. Donc toutes les cartes, elles sont recto verso. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes. Donc vous avez 14 possibilités de salles. Donc quand on fait le donjon, comment est-ce qu'on fait? Super simple, la mise en place du donjon. Vous mélangez les cartes. Vous en prenez 5, 1, 2, 3, 4, 5, les deux autres vont de côté, et ici vous les placez d'un côté ou de l'autre, au hasard, sans réfléchir, et voilà, vous avez obtenu votre donjon. Plutôt simple comme composition de donjon. Sur un plan de donjon, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'escalier d'entrée, et en rouge l'escalier de sortie. Donc l'escalier de sortie va nous emmener au niveau suivant. Comment est-ce qu'on va se déplacer dessus? On a un petit meeple en acrylique comme ça qui va vous indiquer où vous êtes actuellement. Et c'est uniquement comme ça qu'on va se déplacer et qu'on va explorer le donjon. Donc vous voyez bien que les couleurs qui sont sur ma carte représentent exactement les couleurs qu'on trouve sur les cartes des différentes salles. Par niveau, vous allez avoir un nombre de salles limité. Pour chaque salle, vous allez avoir des petits tokens avec la couleur.
Et dès qu'on va explorer une salle, on va mettre un token de couleur dessus pour dire qu'on l'a exploré. C'est-à-dire que si on repasse dessus, on ne refera pas la salle, on ne tirera pas de carte de salle. Sauf pour certaines salles, pour les salles jaunes, potentiellement ce sont des salles qui sont persistantes. On verra comment par la suite. Donc l'exploration, eh ben, ça sera simple, on va parcourir, on rencontrera des salles, on ira jusqu'au bout du niveau, on passera au niveau suivant, et ainsi de suite. Comment ça va se dérouler? À chaque tour de jeu, finalement, vous avez une phase d'exploration, qui est le choix de la salle que vous allez explorer, et la révélation de la salle en question, en fonction de sa couleur, la résolution de cette salle, selon ce qu'il y a dessus, et ensuite une phase de repos. Cette phase de repos va vous permettre, si vous avez de l'équipement, comme j'ai ici, pour le campement, de récupérer des points de vie. Attention, quand on va faire cette phase de repos, si on se trouve sur les escaliers, donc en début ou fin de donjon, on ne prend pas de risque, on va récupérer ces 1d6 plus 1 de points de vie. Si jamais par contre on fait le repos, on fait le campement, qu'on peut très bien faire en milieu du donjon, on a un risque qu'un monstre vienne nous attaquer pendant qu'on campe. À ce moment-là, en fait, c'est le dé qui nous sert à récupérer des points de vie. S'il est trop faible, on se fait attaquer par un monstre. Donc évidemment, plus on ira loin dans le donjon, plus on a le risque. Parce qu'en fait, si on compare le niveau de donjon au résultat du dé. Si le dé est inférieur au niveau de donjon, on pioche un monstre du niveau sur lequel on se trouve. Alors, comment le jeu se met en place? Très simple. On choisit donc un personnage. Donc je vais prendre par exemple... qu'est-ce qu'on va prendre? Allez, le nain. Ou... ouais, on va prendre le nain. Alors le moine est super intéressant. Je vais d'abord vous expliquer qu'un personnage plutôt classique, le nain. Donc on choisit la face qu'on veut, ça ne change rien du tout. Donc sur la carte personnage, vous allez avoir les équipements. Les équipements de départ et les compétences de départ sont dans un deck au dos duquel se trouve le dessin du personnage. Donc ici je vais prendre pour le nain. Donc il y a les deux dessins qui représentent les deux côtés de la carte. Et on va retrouver donc l'équipement qui est le casque, qu'on place dans l'équipement casque, la pioche, dans les armes, et ici on a 3 cartes qui représentent les compétences. Donc on a forgé une armure, forgé une arme, et la compétence berserk. On met un emplacement compétence, et ici la corde et la torche qu'on met dans le sac à dos. Systématiquement, en plus des équipements qu'on aura sur notre personnage, on aura les 3 équipements pour le campement. Donc c'est quand même limité. La carte de nain vient ici. Donc ici, on trouvera notre carte de nain. Ici, les emplacements pour les différents types d'équipements, hein, sur chaque carte, en haut à gauche, vous avez là où se range l'équipement. Il n'y a pas de limite au nombre d'équipements par emplacement. C'est illimité. Sauf ici, je crois, pour le compagnon. On pourrait très bien avoir un compagnon de voyage qui vient dans cette zone-là. Alors, notre personnage vient avec des caractéristiques qui sont représentées par 4 couleurs différentes, et les icônes également. Donc le rouge, c'est la force, c'est indiqué sur ma carte qu'il a 3, et en plus il y a un halo autour. Bon, je vais vous expliquer pourquoi. Donc 3 ici, 2 pour l'intelligence, 2 pour l'agilité, plutôt comme ça, et 5 pour la vitalité. En plus de ça, j'ai 5 points de vie, donc je prends un petit marqueur qui m'indique 5 points de vie, ici. Dans cette petite barre ici, on mettra les marqueurs qui vont évoluer au cours du jeu. Donc on aura comme ça les points de vie, les points de courage, donc ici j'ai 3 points de... les points de chance plutôt. Voilà, j'ai 3 points de chance. Et on va mettre également le nombre de dégâts que je vais faire. Alors ce nombre de dégâts est pas lié au personnage en lui-même, il va être lié aux armes d'un certain type qu'on va posséder. Donc cette fameuse couleur qu'on avait ici, qui est entourée avec un halo, c'est notre caractéristique primaire, la force. Et donc les points de dégâts qu'on va faire, vont correspondre au nombre d'armes que l'on a, qui sont associées à cette caractéristique primaire. Vous voyez que sur la pioche, j'ai du rouge ici, qui correspond donc à la force, et c'est pour ça que j'ai 1 en dégâts, d'accord? C'est indiqué sur la fiche de personnage, mais parce que en fait on a cette pioche, on a cette arme avec ça. Si j'avais une deuxième arme qui est associée à la force, j'aurais 2 en dégâts sur mes attaques. Si j'avais une troisième arme, 3 et ainsi de suite.
Je peux très bien quand même récupérer d'autres armes qui sont associées à l'agilité ou à l'intelligence. Elles vont pas augmenter mon nombre de dégâts, mais elles me donneront des possibilités supplémentaires, parce que sur chaque arme, vous avez ici un petit texte qui vous donne une capacité supplémentaire. Ici, par exemple, je peux dépenser un pion de chance pour infliger plus un dégât. Quand je fais une attaque, évidemment. Ou même quand je rate une attaque, d'ailleurs. Le plus n'est pas bien indiqué, en fait, on fait un dégât de toute façon. Donc je pourrais très bien le faire pour me débarrasser d'un monstre, par exemple. Donc voilà comment on va augmenter le niveau de dégâts de notre personnage. On va essayer de chercher plutôt des armes de type rouge pour augmenter cette faculté à faire des dégâts. Les objets sont souvent des cartes que l'on va défausser. Par exemple, le casque, ici on va pas le garder tout le temps, on peut le défausser pour réduire les dégâts de 2. Mais par contre, on défaussera le casque, il sera défoncé, le casque, et terminé. Les équipements vont fonctionner différemment. Par exemple, le sac à dos, ici, on a vu que c'était pour récupérer des points de vie dans la phase de repos. La torche, on peut la défausser pour tuer une momie, mais on va voir qu'il y a d'autres possibilités dans le jeu de l'utiliser. Et la corde, il n'y a rien d'indiqué dessus. Alors pourquoi ? Parce que dans les salles que l'on va rencontrer, parfois il y aura des situations où on vous dira, il faut faire un test d'agilité, un test de force, un test d'intelligence, ou alors, si vous avez cet objet-là, vous pouvez passer. Et voilà, comme par exemple un précipice, on va me dire, ou un trou, on va me dire, faites un test d'agilité pour pas prendre de dégâts, ou sinon, si vous avez la corde, soit vous la défaussez, soit vous la défaussez pas, du moment que vous l'avez, c'est bon, et vous passez à ce moment-là l'épreuve. Donc ça va être important de collecter pas que des armes, mais des objets qui seront utiles. Sachant que de toute façon on n'a pas de limite d'équipement, on prendra tout ce qu'on trouve. Le dernier point, ce sont les compétences. Donc les compétences, j'en ai 3, mais elles ne sont pas utilisables immédiatement. En haut à droite, vous avez la condition pour avoir cette compétence, enfin pour l'utiliser plutôt. Donc ici, la forge d'armure nécessite que j'ai 3 ou plus en force. Donc là par contre, je l'ai tout de suite, puisque mon niveau de force indiqué ici, qui était sur la fiche de personnage, est de 3. Donc je pourrais utiliser cette compétence. Mais c'est pareil ici, alors ici c'est indiqué que sur les escaliers, ou quand on fait un test de succès, un succès sur un test, on peut défausser pour prendre une armure qui serait dans la pile de défausse. D'accord ? Donc par exemple, mon casque, ici, si je le défausse pour enlever 2 points de vie, il va se retrouver dans la pile de défausse. Je pourrais utiliser cette compétence pour le récupérer. Ou bien attendre de défausser quelque chose qui est plus important pour le récupérer. Et donc ici, pour forger une arme, ce qui sera le même principe je pense, ce sera 5 ou plus en force. Donc tant que je n'ai pas 5 ou plus, je ne peux pas l'utiliser. Et pour l'aspect berserk, 7 ou plus. Donc ça c'est pour les compétences. Alors comment est-ce que je peux faire pour avoir des caractéristiques plus importantes ? Eh bien c'est très simple. Sur le tableau qui est ici, donc je ne sais pas si on le voit bien, mais à chaque case, qui correspond à une valeur de caractéristique, on a un nombre d'XP. Donc par exemple, pour passer de 3 à 4 en force, il faut que je dépense 3 XP. De 4 à 5, il faut que je dépense 5 XP, et ainsi de suite. C'est pareil pour la vitalité, c'est 5 XP tout le temps par contre. Et pour les différentes caractéristiques, ça va évoluer comme ça. Donc l'XP, on va la récupérer quand on va éliminer des monstres, ou parfois quand on va passer des épreuves dans les salles. On va l'accumuler, ça va être des petits jetons comme ça. Et entre 2 salles, on pourra très bien dépenser notre XP pour augmenter ce qu'on a envie comme caractéristique. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir augmenter nos compétences. Donc il y aura un choix à faire sur celles qu'on va vouloir augmenter. Est-ce qu'on va privilégier la force qui va qui dans notre cas, parce qu'on utilise des armes liées à la force, va nous permettre de toucher plus facilement? Ou est-ce qu'on va utiliser l'intelligence pour, au cas où on aura des tests à faire, ou de l'agilité, ou de la vitalité pour avoir plus de points de vie? Si jamais j'augmente ma vitalité de 1 niveau, je récupère tout de suite 1 point de vie supplémentaire également. D'accord ? J'attends pas d'avoir une potion. Je vais pas à fond non plus, je récupère pas tous mes points de vie, mais j'augmente de 1. Ici, on aura les cartes de loot. Et vous voyez qu'il y a un gros paquet de cartes de loot, donc il y a de quoi faire dans le jeu. À chaque fois qu'on élimine un monstre, on récupère une carte de loot, ou si jamais on vous dit de prendre du loot, vous récupérez des cartes de loot. Donc ici, ce sont des petites cartes précises pour certains cas. À savoir que les monstres correspondent au niveau qu'on va utiliser. Donc par exemple ici, je suis en niveau 1, je vais prendre les monstres de niveau 1, et je vais le placer ici.
si jamais dans une salle je fais une rencontre avec un monstre, je piocherai de ce paquet-là. Tout à l'heure, je vous parlais de la circulation dans le donjon. Donc les salles, quand on rencontre une salle, donc si par exemple je me déplace ici, je vais sur la salle bleue, je mets un petit token bleu, et je pioche une carte bleue. Une carte bleue qui se trouve ici. Si par contre je vais sur le jaune ici, bah, je prends le pion jaune qui correspond, le 1 là, ici, et je pioche une carte jaune. Et là, ça tombe bien, j'ai un bon exemple, on est dans un labyrinthe. Et vous voyez que le labyrinthe, il y a une petite icône jaune encore ici, ça veut dire que c'est une salle persistante. Ça veut dire que cette salle 1 ici, elle est explorée, mais à chaque fois que je repasserai dessus, je devrais à nouveau utiliser cette salle. Donc ça veut dire que cette salle-là, on la met en dessous, avec le petit token ici. Et que, puisque j'ai décidé de passer comme ça, si jamais je reviens pour aller faire la salle bleue de l'autre côté, à chaque fois je devrais repasser par cette salle. Alors qu'en temps normal, si jamais j'avais pas eu une salle permanente comme celle-là, par exemple le pont au troll, j'aurais mis le petit token jaune sur le plateau, et à partir du moment où il est passé, je n'ai pas à le refaire. D'accord ? Donc vous avez potentiellement 3 salles qui seront persistantes par niveau de donjon, parce que ça ne correspond qu'aux salles jaunes. Donc ça, c'est un truc qui est sympa, ça ajoute une petite pointe de stratégie minime, hein, mais de savoir qu'il y a un endroit qui est dangereux où vous n'arrivez pas à passer. Par exemple, le pont au troll, s'il faut repasser à chaque fois par le pont au troll, ça peut être compliqué, puisqu'il vous demande toujours quelque chose en échange, je crois. Voilà, il vous demande une carte de loot, ou de combattre le troll, et le troll est plutôt fort. Donc là, vous avez un ennemi sur la carte de rencontre, qui fonctionnera de la même façon que les ennemis qui sont ici. Le combat, comment ça se passe, le combat ? Si jamais on a un combat à faire, on retourne, on va nous dire, bah, vous rencontrez un monstre sur une des salles, et on prendra donc une carte de ce paquet-là. Les ennemis se présentent comme ça, avec ici leur niveau, qui correspond aussi au nombre de points d'expérience que vous allez gagner si vous éliminez l'ennemi, leur point de vie, donc on mettra un petit marqueur pour noter leur point de vie, c'est leur valeur d'attaque, c'est la MAV, Monster Attack Value, 8, et ici le nombre de dégâts qu'ils font quand ils touchent. Comment ça se passe quand vous faites un combat ? Vous placez le monstre, et vous allez faire des rounds, et un round c'est seulement un lancer de dés, d'accord ? Qui va faire et l'attaque et la défense du monstre. Comment ça se passe ? Vous lancez votre dé, vous choisissez en fait l'arme avec laquelle vous attaquez plutôt, parce que je pourrais très bien attaquer avec une arme qui est de type intelligence, ou une arme de type machin, sauf qu'ici évidemment mes points de dégâts c'est lié à mon arme de type force. Donc je choisis mon arme associée à ma force, je lance le dé, j'ajoute ma force, et je compare à la valeur d'attaque du monstre. Si cette valeur est inférieure à l'attaque du monstre, le monstre me touche et moi je ne le touche pas. À ce moment-là, on vérifie aussi s'il y a des effets spéciaux, parce qu'il y a certains monstres, je ne sais pas si je vais en trouver en niveau 1, je ne sais pas s'il y en a, il n'y en a peut-être pas d'ailleurs, il n'y a pas en niveau 1. Alors en niveau 2, il y a certains monstres qui ont des effets spéciaux. Il n'y en a pas tant que ça finalement. Alors peut-être à partir du niveau 3, voilà. Vous voyez par exemple ici sur monstre, sur le troll, vous avez un 6. Ça veut dire que sur le lancer, si on fait un 6, on applique l'effet régénération au troll, qui va donc regagner des points de vie. Et en fonction du monstre, vous risquez de faire différents effets, si vous faites ce numéro-là. Donc ici, il n'y a pas d'effets spéciaux, on les ferait après, et à la fin, on fait les dégâts. Donc ici, s'il m'a touché, et que moi je ne l'ai pas touché, il me fait le nombre de dégâts indiqué ici, ce qui est 1, je perdrai des points de vie. Si je fais 8, donc qui est sa valeur d'attaque, à ce moment-là, je le touche, et il me touche aussi. Donc je lui ferai 1 point de dégâts, il me fera 1 point de dégâts. Si jamais, par contre, mon lancer est supérieur strictement à sa valeur d'attaque, il n'y a que moi qui lui fais des dégâts. Donc c'est très simple, un lancer de dés, des modificateurs. Pour info, avec les points de chance, je peux relancer n'importe quel lancer de dés. Donc je peux dépenser un point de chance et relancer le dé. Si ça ne me convient pas, et si je pense que je peux faire mieux. Je peux utiliser n'importe quelle carte de loot pour améliorer, s'il y a possibilité, les choses. Par exemple, je peux très bien dépenser si je touche, ou d'ailleurs si je touche pas, je peux dépenser un point de chance pour faire plus 1 dégât sur un monstre qui en nécessiterait par exemple 2 points de vie. Ça éviterait de faire un deuxième lancer de dés par exemple. Voilà, vous aurez tout votre loot vous servira de toute façon à un moment. En plus de ça, certains monstres vont avoir
Donc c'est pas le cas du gobelin, lui il faut le combattre. Mais certains monstres vont avoir... je vais le prendre ici. Par exemple l'ours des cavernes. Il y a un petit indicateur ici qui indique qu'on peut utiliser autre chose pour éviter de le combattre. Donc ici, en l'occurrence, c'est de la viande. Et vous avez dans le loot une carte de viande, je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs, mais qui vous permet de charmer, en fait, d'apprivoiser en quelque sorte l'ours. Et à ce moment-là, vous terminez le combat. La carte de l'ours, vous ne gagnez pas l'XP, hein, par contre. La carte de l'ours, elle est défaussée. Et vous allez récupérer dans ces cartes-là l'ours charmé, donc qui va venir avec vous, ici, et vous accompagner pour la suite de l'aventure. Donc cet ours, qu'est-ce qu'il va faire? Bah déjà, il a 4 en agilité, donc ça veut dire que les tests en agilité, vous pourrez les utiliser avec cette valeur-là. Voilà, vous avez une agilité minimum de 4 pour les tests de skill, et on peut le défausser cette carte-là pour bloquer une attaque. Donc l'ours se sacrifie pour vous pour bloquer une attaque. Donc c'est toujours sympathique à avoir. Et donc vous allez avoir des petits trucs comme ça dans le jeu. Parfois ce sera lié à des rencontres, vous allez avoir des compagnons ou pas. Il y a aussi, ce qu'on peut charmer, un loup je crois, et un autre animal. Donc voilà le principe de Rogue Dungeon, c'est vraiment d'exploration. Donc on est sur finalement du porte monstre, alors trésor, parce qu'à chaque fois qu'on élimine un monstre, on a une carte de loot. C'est vraiment cette formule-là, mais qui est faite de façon très sympathique, parce que les couleurs des salles, au fur et à mesure du jeu, on va comprendre. Souvent, les jaunes et les rouges, ce sont des combats. Les rouges, assez souvent. Ou alors des épreuves particulières. Les jaunes, ça peut être des endroits avec comme le pont au troll, une crevasse, ou des choses comme ça, qui nécessiteront potentiellement d'avoir de l'équipement avec soi. Ensuite, vous avez les vertes et les bleues qui sont des épreuves où on peut choisir, on peut récupérer des gains, et je ne sais plus pour les blanches et les violettes. Mais c'est des endroits où vous n'êtes pas forcément obligé de passer, c'est-à-dire qu'ici, je ne vais pas faire toutes les pièces pour aller à la sortie. Je peux prendre le chemin le plus court, qui serait, je pourrais très bien prendre le bleu, le rouge, jaune, blanc, et sortir. Et voilà. Ou alors, je peux perdre un peu mon temps en chemin, c'est pas grave, il n'y a pas de timer, et aller explorer un peu plus. Je prends le risque, mais je peux avoir des récompenses qui vont m'améliorer pour les niveaux suivants. Et par expérience dans le jeu, rusher complètement pour aller le plus vite au niveau 5, c'est pas forcément une bonne idée. Si vous arrivez au niveau 5 avec peu d'équipement, ou peu d'armes, peu de choses, peu de potions, il y a peu de chances que vous puissiez survivre au monstre du niveau 5 et au boss à la fin. Donc on a vu pour le monstre comment on va le combattre. Il est possible que vous ayez affaire à 2 monstres. Donc dans le cas où on a affaire à 2 monstres, bah, c'est très simple. Ça fonctionne de la même façon, donc on choisit son arme et sa cible, et la cible qu'on n'aura pas choisie, enfin là où les cibles qu'on n'aura pas choisies vont ajouter 1 à la force d'attaque, enfin la valeur d'attaque de la cible que vous avez choisie. Donc par exemple ici, si j'attaque le loup, et que je laisse de côté le squelette, le loup va avoir 7 plus 1 en valeur d'attaque. Donc il faudra que je fasse 8 ou plus pour espérer le toucher. Si jamais c'est l'inverse, je vise le squelette et je laisse de côté le loup, bah le squelette il va passer à 9 ou plus, enfin à 9 en valeur d'attaque. Tout ça combiné à votre loot peut faire que vous allez choisir l'une ou l'autre cible. Ça peut dépendre aussi des points de vie, par exemple le loup il a 2 points de vie, on va peut-être d'abord commencer par... Mais par contre, ce sera plus facile à toucher. Donc à voir en fonction de votre niveau de dégâts, par exemple, ou de ce que vous pouvez faire pour éliminer celui qui soit le plus simple à toucher, soit le plus rapide à éliminer. Voilà. Sachant qu'en plus, bah voilà, le loup ici, c'est indiqué qu'on a des petits icônes ici qui vous permettront de savoir, alors c'est rappelé sur les cartes de loot, qu'on pourra utiliser contre le loup, hein, sans forcément le combattre. Si on décide de ne pas l'utiliser, c'est possible aussi, parce que par exemple le morceau de viande qui servirait pour le charmer, on peut l'utiliser pour récupérer des points de vie aussi, et ben on a le choix. Soit je vise la viande pour ça, soit je la garde pour mes points de vie, je combats le loup, et ainsi de suite. Donc au passage, vous voyez que le style graphique est très bien, très... Alors, plutôt old school fantasy, mais j'aime beaucoup cette patte graphique. Je le trouve, j'adore. Voilà. Donc vous avez à peu près l'ensemble des règles pour le donjon. Et je vous propose donc de faire une petite partie avec notre nain, et de commencer par ce niveau-là, pour voir comment ça se déroule.